Bonjour à toutes les capitales, merci d'être avec nous sur RTI2. Vous suivez En Garde le Contact. Les habitués le savent désormais, nous avons beaucoup travaillé sur l'axe de temps ces derniers temps-là. On a parlé de l'Afrique précoloniale, le contact avec le colonisateur, les éléments déclencheurs de la colonisation et aussi on s'est intéressé aux conséquences de la colonisation. Est-ce qu'il y a eu du bon dans la colonisation? Les avis sont partagés, les positions sont mitigées, mais nous continuons notre marche sur l'axe du temps. Aujourd'hui, on va se situer dans l'après-guerre mondiale. Il s'est agi d'un vaste mouvement de décolonisation, un processus qui a été certainement déclenché par quelques éléments que vous connaissez, de par vos connaissances, de par vos lectures aussi, de par votre instruction. Alors, aujourd'hui, on va alors essayer de savoir l'élément catalyseur, sinon l'élément déclencheur de la décolonisation en Afrique, parce qu'il s'est agi de décolonisation un peu partout dans le monde entier, mais concernant le continent africain, le processus a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Pour en parler, nous avons nos chroniqueurs avec nous, nos invités, mais aussi vous, internautes, sur facebook.com/on garde les contacts et aussi au téléphone 22 42 54 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et le plus 225 22 42 54 pour ceux qui nous appellent de l'étranger. Ismaël Diop est avec nous. Bonjour Ismaël. Bonjour Mohamed. Ça fait 2 jours Ismaël, on ne vous a pas vu sur ce plateau, vous étiez en déplacement. Vous étiez à Bamako. À Bamako, oui. D'accord. On salue tous ceux qui nous suivent depuis Bamako. Alors, c'était pour C'était pour un projet sur la paix, un concept musical qui s'appelle Malikan, qui est regroupé tous les artistes de toutes les régions du Mali pour une tournée européenne. Très bien. Merci. Bienvenue à Kouaba. Et à Bamako, je sais que nous avons beaucoup de téléspectateurs là-bas. Oui. J'ai suivi 2 émissions de On garde le contact avec les enseignants et les encadreurs de l'université privée Architect. De passage, je leur dis bonjour, qui ont fait les débats tout le temps, qui ont continué les débats tout le temps après l'émission et qui attendent Seydina pour faire un face-à-face, je pense. Ah, il attend, d'accord. Seydina, préparez-vous alors. Et on profite pour saluer toutes les capitales et tous les grains, tous les QG dans les quartiers et les communes. Le débat continue, donc il y a l'extension du mouvement On garde le contact dans chaque commune. On vous salue, on vous suit également. On sait qu'il y a un Seydina par grain, par QG, il y a des Diop, il y a des Inabo et aussi tous les chroniqueurs et invités qui arrivent à tirer leur épingle du jeu sur ce plateau. On est représentants dans tous les QG. Alors, on vous salue. Hein? Et sur la toile aussi, on salue tous ceux qui, depuis ce matin, ont commencé à poster leurs différentes réactions. En face de vous, nous avons M. Siloué Founigué. Bonjour Siloué. Bonjour Mohamed. Merci d'être avec nous Siloué. Vous êtes le président du club panafricain universitaire. Oui, effectivement. Les sujets traités sur On garde le contact vous intéressent énormément, c'est ce que vous avez dit. Effectivement. Alors, on fait quoi au sein du club panafricain universitaire? Bien entendu, je suis Founigué Siloué, étudiant en Master 1 de physique fondamentale. Par ailleurs, président du club panafricain. Voilà, le club panafricain, c'est une démarche que nous initions. Une démarche aussi bien psychologique que culturelle en vue de la restauration de l'identité culturelle africaine au travers de plusieurs activités, que sont les débats, les sorties culturelles. Et je pense qu'On garde le contact est une émission qui touche les thèmes qui nous intéressent. C'est ce pourquoi nous avons jugé bien de passer par là. Très bien. Vous êtes là avec une forte délégation que l'on salue. La délégation vous attend à la sortie. Et nous saluons également tous ceux qui sont avec vous. Et nous avons M. Inabo Delors. Bonjour Inabo. Bonjour Mohamed. Merci d'être avec nous. Vous êtes juriste et tout ce qui touche à l'Afrique vous intéresse à un haut point. Et depuis quelques semaines, nous sommes ensemble. L'axe du temps est en train d'être parcouru. Progressivement, nous allons rentrer dans l'Afrique contemporaine. Nous sommes dans l'après-guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, là où on a parlé de décolonisation. On est prêt? Oui, c'est toujours un plaisir de parler de l'Afrique aux Africains et au reste du monde. Voilà, nous allons, à chaque fois que l'occasion nous sera donnée, pousser pour essayer d'aider les gens à mieux comprendre ce qui se passe ici. Voilà.
L'Afrique, le continent dont tout le monde parle, mais le continent parle moins de lui-même. Et c'est pour cette raison que M. Seydina Chérif Ahmed a décidé de prendre son bâton de pèlerin, produire une œuvre baptisée La dictature culturelle et aussi mettre sur pied l'Institut des civilisations noires pour traiter des questions relatives au continent, à son savoir-faire et aussi à ses hommes. Bonjour Seydina. Bonjour Mohamed. Merci d'être là. Merci. Très bien. Vous retrouvez Diop avec beaucoup de plaisir. Ah oui, il m'a beaucoup manqué. Et, bon, je pense qu'il allait pour une mission aussi qui parle de paix en Afrique. Parce que nous avons dit qu'il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de cohésion sociale. Il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de paix. Très bien. Voilà, donc je pense que d'une manière ou d'une autre, chaque Africain doit pouvoir se mettre au travail. Et je suis très heureux que Inabo soit là parce qu'en tant que juriste, je pense qu'ils ont un devoir un jour, eux aussi, c'est les juristes africains, de pouvoir vraiment créer des normes pour l'Afrique. Parce que nous sommes jugés trop à travers les autres, à travers les normes des autres. Je pense que nos intellectuels aujourd'hui, Inabo est là, doivent pouvoir aussi réfléchir en s'appuyant sur nos valeurs culturelles, pour pouvoir créer nos normes aussi, pour qu'on puisse aussi recaler certains produits qui ne doivent pas venir polluer l'Afrique. Très bien. Donc, le passage à l'action, je pense que ça sera débattu ici. Hein. L'Afrique doit peut-être arrêter de pleurer sur son sort pour passer à l'action. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Mais bien avant d'atteindre ce niveau-là, on est obligé de parcourir l'axe du temps. Diop, vous n'étiez pas là. Votre approche de l'esclavage a été critiquée sévèrement par Inabo. Vous avez suivi ça? Oui, j'ai suivi. En fait, je n'avais pas les moyens de passer à travers la télé, sinon je l'aurais fait. Il s'agissait de quoi concrètement? Oui, en fait, Inabo... Vous avez essayé de faire un distinguo entre deux genres d'esclaves. L'esclave qui existait en Afrique et l'esclave fait par le colon. Surtout en Afrique subsaharienne, parce que dans mon explication, je parlais du manding en termes d'esclavage. Et l'esclave dans le manding était une part entière de notre société. C'était pas des personnes de seconde zone. Et il faut rappeler qu'au Mandé, tu pouvais être roi et être esclave, tu pouvais être esclave et devenir roi. Et ce qui est différent dans l'esclavage entre nous et l'Europe et entre nous et le monde arabe. Et c'était vraiment rendre l'Africain personne de seconde zone. Chez nous, l'esclavage, en fait, on utilise le terme esclavage, mais moi, je préférais expliquer ça comme prisonnier de guerre. Vous comprenez, par exemple, quand tu prends le cas du roi Ngolo, qui était esclave en Djémé dans la cour royale, après qui devient roi de Ségou, vraiment, je ne pense pas qu'en Europe ou dans le monde arabe, un esclave pourrait avoir ce titre-là. Inabo trouve qu'un esclave, c'est un esclave, tout court. Inabo? Un esclave est un esclave. C'est comme les castes. Un esclave. Inabo, excuse-moi, mais c'est comme les castes. En fait, les castes, il est expliqué, la première personne qui a parlé de castes en Afrique, c'est quelqu'un qui avait vécu une expérience en Inde. Et il a juste fait un constat et il a taxé notre société de société à caste. Mais c'est vraiment, quand on parle de caste, on parle de groupes inférieurs, de groupes vraiment supérieurs. Mais ça n'existait pas dans notre société. Dans notre société, tout le monde se complétait. Même le fait d'utiliser caste a fait qu'il y a eu une incompréhension de notre société. Par exemple, quand on parle des Nyamakala dans notre société, ça ne veut pas dire une personne de seconde zone, on parlait des artisans. Nyamakala, c'est quelqu'un qui enlève... je ne sais pas comment je vais traduire ça en français. Voilà, l'essentiel de l'accessoire. C'est-à-dire qui est productif. Et les Nyamakala n'étaient comme quand tu vois un griot. Ce n'est pas parce qu'un griot est une personne de seconde zone que tu ne maries pas ton enfant à un griot. C'est parce que les métiers étaient classés par groupe et pour ne pas créer le désordre, chacun avait son voilà. C'était une parenthèse, on ne sera pas long. Inabo? En fait, ce qu'il faut dire, le dictionnaire ne donne qu'une seule signification du terme esclave. Donc, voilà. Donc, si nous sommes dans un débat de sémantique, le problème ne se pose plus. Un esclave est un esclave. Maintenant, est-ce que celui qu'on a appelé esclave dans la tradition africaine répond à la définition donnée par le dictionnaire? Là, c'est un autre débat sur lequel il tend à nous conduire. Mais je voudrais préciser que l'esclave reste un esclave. Et l'esclavage en Afrique est différent de la classification par caste. Les castes sont des groupes sociaux, tandis que l'esclave est un sujet de la personne à qui il appartient. Et cette personne peut en disposer jusqu'au droit de vie ou de mort.
Oui, mais ce que ça, je il n'y a voulais pas cette définition légale dans notre société. Si vous me permettez, ces deux personnes ont tous les deux raison. Est-ce que vous savez pourquoi? Le problème fondamental, c'est ce que nous sommes en train de développer ici, c'est de pouvoir introduire nos langues dans nos écoles pour qu'on puisse mieux comprendre certaines choses. Parce que, vous voyez, ce que Dieu est en train d'expliquer, c'est le mot esclave qu'on a pour dire. Or, en réalité, voilà. En réalité, c'est pas en réalité, il y a problème. C'est comme pour il ça est qu'il y a défini. beaucoup d'incompréhension en Afrique. Le désordre qui existe en Afrique, la xénophobie qui existe en Afrique, c'est le fait qu'on n'a pas nos langues pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir nous parler. Parce que ce qui est dit en français n'a pas forcément le même sens qu'en baoulé ou en mossi ou en malinké. Donc, toutes les deux personnes-là disent pratiquement la même chose. Le problème où ils vont s'affronter maintenant, c'est le problème de langue. D'accord. C'est le problème de langue. Voilà. Diop, bienvenue. Merci. Inabo est sur place, Siloué est là, Seydina Chérif Ahmed, nous allons progresser. Et la semaine dernière, vous n'étiez pas là, Siloué non plus. Nous avons réfléchi, nous avons fait un peu de fiction. Si l'Afrique n'avait pas été colonisée, quel serait notre niveau de développement? Voici ce qu'en ont dit ceux qui étaient sur place. D'un minimum de 150 inventions faites par des Noirs. Il n'y a pas deux continents dans le monde d'où peuvent provenir les Noirs. Il n'y a qu'en Afrique qui est le berceau des Noirs. Je ne vais même pas parler de l'humanité d'abord. Et ces gens-là, on en trouve de toute nationalité, mais leur racine, c'est l'Afrique. Ce que je veux dire, c'est que l'intelligence humaine n'est pas conditionnée par la couleur de la peau. Elle est conditionnée par l'environnement. Quand on est dans un environnement propice, on aboutit à des résultats concluants. Quand on est dans un environnement embrouillé, comme j'aime à le dire, on se comporte de façon brouillonne. Donc les différentes inventions qui sont là n'ont aucun rapport avec la colonisation. Moi, mon souhait, c'est que l'Assemblée nationale ici, qui vote les lois, décide que jeudi, vendredi ou lundi soit consacré au port des tenues africaines. Et vous allez voir, ça va nous enrichir énormément sur le plan d'abord de la dignité, sur le plan de la fierté et beaucoup plus sur le plan financier et économique. Donc voici moi ce que je pense. La colonisation a fait des dégâts, on n'en avait pas besoin parce qu'ils ne nous ont rien appris, okay, les Occidentaux. Au contraire, ils sont venus piller ce qui était beau ici, ils sont allés développer, transformer et puis ils sont venus nous revendre, nous imposer cela. Je dis aux Africains, mettons-nous au travail pour notre développement. Mais en même temps, celui que tu dis demande de se mettre au travail a un autre problème, qui est le problème aussi mental. Parce que mentalement, spirituellement, physiquement, on a été dépossédés. Mais c'est une réalité. Et arrêtons de prendre des exemples entre l'Afrique et l'Asie. On se trouve toujours Est-ce qu'on se comprend? excuses. Non, ce n'est pas des excuses, c'est une réalité. Non. C'est une réalité. Ça dure maintenant 60 ans, Mohamed. Excusez-moi. Je vais terminer par ceci, parce que je vais terminer par ceci. Quand on parle de l'indépendance, quels sont ceux qui ont pris le pouvoir quand on parle de l'indépendance? Est-ce que depuis les années 60 jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez la culture ivoirienne, la culture burkinabé ou malienne s'exprimer comme ça dans les instances de prise de décision? Non. Voilà, retour en plateau. Diop, vous aurez votre part de réaction. À quel niveau de développement seraient les continents s'ils n'avaient pas été colonisés? Est-ce qu'on serait à l'aise aujourd'hui plus que maintenant ou est-ce qu'on aurait une situation moins réduisante? Moi, je pense, puisqu'on ne l'a pas vécu, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'on serait à l'aise à notre façon. On serait à l'aise parce qu'on aurait... quand on voit déjà de la façon dont l'Empire du Mali évoluait avec les concepts de gestion d'État, on se dit, je n'affirme pas, on se dit que c'était avec une vision que nos dirigeants posaient des bases. Et on se dit qu'avec cette vision-là, à cette époque-là, les gens ne se plaignaient pas. Oui, mais... mais... Non, ils ne se plaignaient pas. Donc, je veux dire que si on prolongeait l'époque jusqu'à aujourd'hui, sans intervention d'Occident, peut-être qu'on serait à l'aise avec nous-mêmes dans notre façon de vivre. Maintenant, avec la technologie, c'est autre chose. Je ne sais pas comment ça allait se passer, mais bon. Siloué. D'abord, il y a un truc qui est très important dans ce qu'il disait. L'invention, c'est par rapport à l'environnement, par rapport aux besoins. Donc, avec la technologie aussi, on n'allait même pas avoir de problème. Parce que techniquement, déjà, on avait déjà lancé des grands chantiers. Si Aboubakar II a pu aller aux États-Unis avec un bateau, si avec un bateau, on a pu faire des transactions avec l'Asie et autres, donc ça veut dire que
Aujourd'hui, techniquement, on allait quand même arriver quelque part. Voilà, tout le temps en mouvement, on allait arriver quelque part. Voilà. Je suis un peu, excuse-moi, je suis un peu sceptique là-dessus, parce que même quand on parle des grands inventeurs africains qui ont apparu aux États-Unis, c'est par rapport à cet environnement et le besoin qu'ils avaient. Mais est-ce que la technologie qu'on utilise aujourd'hui à travers l'Europe ou les États-Unis, est-ce que c'était utile chez nous à créer? Du coup, est-ce que même nos matières premières dont on parle, est-ce qu'on serait parti dans l'idée de la transformer et la rendre en produit? C'est que personne ne peut répondre non à cela, si bien qu'il y a de la place pour le oui. Je veux dire qu'on ne peut pas dire que comme, comment dirais-je, les autres ont fait ça, nous on n'aurait pas pu être capable de faire les mêmes inventions. Qui sait notre capacité de réaction si on était confronté aux mêmes besoins qui les ont poussés aux découvertes en question. Voici un même besoin, bien sûr, parce que aujourd'hui même on critique ça, on dit, souvent les États africains sont très critiqués, mais ils n'ont que 50 ans. Et 50 ans de quel modèle? D'un modèle qui date de plusieurs siècles. Par exemple, aujourd'hui, les comparaisons qu'on fait, soit en termes de démocratie ou en termes de, voilà, ou en termes de gestion. Non, je parle d'État parce que le modèle qu'on veut suivre, c'est des personnes qui datent. Par exemple, quand tu parles de la démocratie américaine, elle date de 1700. Nous, en 1960, on a eu un semblant d'indépendance et tout de suite, on veut rattraper plusieurs siècles de retard. Donc, les besoins ne seraient pas pareils si on avait continué dans notre modèle. On vous a compris. On vous a compris, Siloué, un peu de fiction. Oui. Si on n'avait pas été colonisé, à quel niveau on serait aujourd'hui? Bien entendu, vous savez, on dit toujours que necessity is the mother of invention. Je pense que si nous étions confrontés... FI de son époque, je veux dire. Effectivement. Il faut que vous soyez confrontés véritablement à une nécessité pour que vous puissiez vous élever un peu au-dessus, aller au-delà de votre intelligence et être à la base d'une quelconque invention. Et je pense que la colonisation, en ce sens, est arrivée et à normer nos sciences africaines, en fait. À donner un canal de conduite qui a fait que nous ne pouvons pas aller au-delà de ça. Donc je pense que ça nous a coupé un peu les réflexions et la capacité d'invention. D'accord. Merci beaucoup. Et ce jour-là, plus de 200 tweets et plus de 200 réactions sur la toile. On vous salue, hein, chers internautes. Vos interventions sont vraiment riches et nous les conservons jalousement. On va prendre deux parmi ces réactions d'après émission, hein, parce qu'à la rediffusion, on a encore un flux de réactions. On emprunte le petit pont. Je prends M. Doumbia Fousseni et Avo Wodjiti. À tout à l'heure. Merci d'enrichir le débat avec vos réactions, vos connaissances, vos propositions et vos suggestions. Parmi toutes les réactions qui sont bonnes, hein, j'ai relevé deux hein, au hasard. Hein, il n'y a pas de critères. Doumbia Fousseni Daouda qui nous disait par exemple que ça ne nous enlèverait rien de reconnaître les bienfaits de la colonisation. Il nous demande tout simplement d'ouvrir les yeux sur les pays qui ont accédé à l'indépendance tôt. Il veut parler de la Guinée et ceux qui n'ont pas du tout été colonisés comme l'Éthiopie et autres. Ils demandent de regarder leur situation parce que leurs situations ne sont pas reluisantes. Est-ce que vous partagez cette opinion? Il dit que la colonisation a fait du bien, il faut le reconnaître, ça ne nous enlèvera rien. Moi, je voudrais me permettre de réagir avec ta permission, Mohamed. Je pense que je l'ai déjà dit la dernière fois. C'est une méprise grave que de penser que la situation actuelle des pays, disons, qui n'ont pas connu la colonisation est forcément en deçà de celle des pays qui ont connu la colonisation. Quand vous prenez les 60 pays les plus pauvres au monde, la liste inclut tous les États d'Afrique. Je dis bien tout, avec grand T. Cela veut dire que quand le colon est venu, il y a 70 ans plus ou moins de cela, et qu'il a pris nos pays pour en faire ses colonies, quand il nous a laissé dans un état de méconnaissance, dans un état qu'on ne pouvait pas comparer à celui dans lequel on était lorsque la colonisation s'en prenait, ou du moins s'emparait des systèmes africains. Okay? Ce qu'il faut qu'ils retiennent, la Côte d'Ivoire, par exemple, n'est pas... la situation économique et sociale de la Côte d'Ivoire n'est pas différente de celle du Libéria, par exemple, du fait qu'elle a été colonisée ou pas.
Voilà, c'est à la limite une grave méprise de penser cela. On a le PIB ivoirien aujourd'hui qui est de loin supérieur à celui du Libéria à cause de modèles économiques différents. De modèles politiques différents et de modèles de construction sociale différentes aussi. C'est ces choses-là qu'il faut spécifier. Ce n'est pas la date de l'indépendance qui importe. Sinon, la Guinée aujourd'hui serait plus en avant que les pays dits de l'UEMOA. Ce n'est pas la date de choses. Encore moins le système par lequel on est passé pour dire que comme le Libéria n'a pas été colonisé, etc., tous les pays d'Afrique sont pauvres et font partie des pays les plus pauvres de la planète. C'est là que réside la question. Donc, on ne va pas prendre deux cas isolés que sont le Libéria et l'Éthiopie pour en faire une règle dans un continent qui compte plus de 50 États. Bon, ce que je voulais ajouter, que ce soit le Libéria ou la Guinée, comment ces pays ont accédé à l'indépendance? Parce que, voyez-vous, je le disais tout de suite, il ne peut pas y avoir de développement s'il n'y a pas de stabilité politique, s'il n'y a pas la paix. Quand les Français quittaient la Guinée, ils ont tout arraché, même les ampoules. La banque guinéenne, la banque centrale de la Guinée a été pillée, le trésor guinéen a été pillé. La Guinée a reçu son indépendance avec 0 franc dans ses banques. Et la France a continué toujours à perturber l'économie de la Guinée en sabotant assez de bateaux guinéens qui partaient avec des produits. Donc voilà, maintenant. Non, les faits sont là, je n'invente pas. Maintenant, le Libéria, des esclaves sont venus des États-Unis qu'on a déversés au Libéria. Il y avait des autochtones qui étaient là. Et on fait de ces esclaves supérieurs aux autochtones qui sont là. Et ça crée des problèmes et ça crée des guerres. Mais comment vous voulez que ce pays puisse se développer? L'Éthiopie a été perturbée 2 fois par les Italiens. En 1896, je pense bien, Ménélique II a pu combattre les Éthiopiens. Mais ils sont revenus encore en 1945 ou bien en 1935 pour perturber encore. Donc, pour dire que les gens ne sont pas partis, mais ne nous ont pas laissés comme ça en paix. Ils nous ont laissés en laissant des bombes, en laissant la division, en laissant la xénophobie, en laissant la guerre. Mais comment vous voulez qu'on puisse se développer dans ces conditions? Je pense qu'avec l'indépendance, c'est qu'on n'a pas osé faire la rupture avec le modèle colonial. Et ça nous a créé beaucoup de problèmes. Parce que si on voulait continuer le modèle colonial, il fallait avoir de la relève. À l'époque de l'indépendance, le taux d'intellectuels même se comptait au bout des doigts. C'est le Sénégal, je crois, qui tournait autour de 25% d'intellectuels. Et on voulait continuer à suivre le modèle du colon. Du coup, il fallait avoir assez d'intellectuels pour remplacer ce qu'on avait perdu. Pour pouvoir évoluer après l'indépendance, ou bien pour pouvoir prendre vraiment notre indépendance, il fallait faire la rupture carrément avec le modèle occidental, le modèle du colon. En réalité, il y a des États qui ont décidé de prendre l'indépendance en avance. Mais il ne suffit pas d'être radical ou d'être fâché pour obtenir certaines choses. Mais il faut réfléchir, est-ce que le peuple aussi est prêt à assumer ça avec toi en tant que chef d'État? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises là par certains dirigeants à l'époque qui étaient un peu, je pense, trop chauds. D'accord, très bien. Sur la toile, une réaction rapidement, bien avant de passer un rappel par rapport à la colonisation. Avo Wouditi Jean-Jacques, bonjour à toute l'équipe de On Garde le Contact. Je pense pour ma part qu'on ne peut pas parler de décolonisation à l'état actuel des choses, mais plutôt de pseudo-décolonisation, car l'Afrique est toujours gérée comme une sous-préfecture coloniale. Il s'explique, hein, les grandes puissances continuent toujours d'être au centre des réflexions concernant le développement de l'Afrique et ça, c'est à déplorer. Il se nomme Avo Woditi. On vous passe ici un rappel pour montrer un peu comment est-ce que le continent a été abordé bien avant la colonisation. Et juste après, chers téléspectateurs, rassurez-vous, vous aurez l'occasion de réagir. Quel a été l'élément déclencheur de la décolonisation? Nous nous situons après la Seconde Guerre mondiale. Rappel. Au XIXe siècle, la présence européenne en Afrique est encore rare et se limite à des comptoirs principalement portugais, britanniques et français, disséminés sur le pourtour littoral. Leur installation est liée depuis plus de 3 siècles au commerce côtier, aux étapes des routes maritimes et surtout à la traite négrière qui résiste aux efforts abolitionnistes de certaines puissances. Dès le premier tiers du XIXe siècle,
des explorateurs européens reconnaissent les terres continentales à partir des côtes et des axes de pénétration fluviaux. Ces incursions ne menacent pas encore les nombreuses formations étatiques africaines. Au nord, les possessions de l'Empire ottoman sont contestées de l'intérieur. Au sud du Sahara, les États africains dont les délimitations restent imprécises se côtoient avec une grande diversité ethnique et linguistique. À l'ouest de la bande sahélienne, le renouveau islamique attise les rivalités guerrières et donne naissance à des États musulmans puissants comme l'Empire tout couleur ou le califat de Sokoto. Les royaumes proches de la côte guinéenne sont plus en contact avec les comptoirs européens, parfois de façon conflictuelle. Dans la région des Grands Lacs, dominent des royaumes multiséculaires comme le Bouganda, le Rwanda et le Burundi. L'Éthiopie, empire chrétien, et l'île de Madagascar forment des États originaux et complexes. En Afrique australe, l'agressivité guerrière de l'État zoulou bouleverse l'équilibre des peuples bantous. À partir des années 1830, se manifestent de nouvelles logiques coloniales. La lutte contre la traite esclavagiste est prétexte à des implantations européennes que stimulent les commerces de l'ivoire et de l'or, puis l'exportation massive d'arachides et d'huile de palme. De 1836 à 1838, les Boers, de la colonie du Cap, avancent vers le nord-est pour former deux États européens. La Grande-Bretagne accentue son implantation dans le golfe de Guinée et agrandit sa colonie du Cap. Le Portugal s'efforce de consolider sa présence et de réunir ses colonies du Mozambique et de l'Angola. La France s'établit en Afrique guinéenne et poursuit une politique de conquête vers l'intérieur en Algérie, au Sénégal et en Afrique équatoriale. Illustrée par la rivalité entre le français Brazza et l'explorateur anglo-américain Stanley dans la région du Bas-Congo, la concurrence des ambitions européennes en Afrique s'envenime. Mais c'est la convoitise sur les possessions de l'Empire ottoman qui accélère le partage colonial. La France établit son protectorat en Tunisie en 1881. L'année suivante, l'intervention militaire britannique en Égypte confirme l'entrée des puissances européennes dans l'ère de la course au territoire africain. C'était une mise à jour. La suite, on la connaît et les conséquences aussi. C'est ce qui explique la présence sur ce plateau de têtes couronnées, surtout de personnes très engagées dans la lutte pour le développement du continent africain et aussi faire en sorte que l'Africain soit de moins en moins complexé. Nous avons notre mot à dire et fort heureusement, il y a des QG un peu partout en Afrique et surtout dans le milieu de l'éducation nationale tel le club panafricain universitaire. C'est parce que c'est par ce bout-là que l'on peut espérer faire changer les choses. Nous sommes suivis depuis le Sénégal par Albouri Chakour. Fatou, il est sur la toile et nous dit ceci: nous suivons avec intérêt votre émission depuis Dakar et nous vous félicitons vraiment de votre engagement et aussi de la qualité par laquelle les débats sont organisés. C'est Albouri Chakour et avec lui ensuite tous ceux qui nous suivent depuis Dakar. Tout à l'heure, vous aurez donc droit à votre espace de réaction, 22 42 54 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Le numéro est précédé du plus 225 si vous appelez de l'étranger. On se revoit dans seulement quelques minutes. On n'avait pas la science. Que c'est en se basant sur mes valeurs qu'on fait venir un prophète. J'ai le droit de réclamer que ce prophète soit africain comme moi. Il y a à boire et à manger. Mais regardez ce monsieur. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui de fait. Ça, c'est carrément différent. Il y a des conditions, il y a la charte des artistes. J'ai le droit, si on me dit. Petit budget, petite opération. On ne peut pas développer un monde où les Noirs sont développés et puis tout le monde est à la traîne. Sans téléphone et puis je parle à quelqu'un qui a un Amérique, comment il peut l'expliquer scientifiquement? Ça s'appelle la télépathie. La science ne peut jamais expliquer ça. Ne soyons pas naïfs.
garde le contact. La décolonisation est le processus d'émancipation des empires coloniaux vis-à-vis des métropoles colonisatrices. Celle de l'Afrique correspond au retrait des puissances coloniales après la Seconde Guerre mondiale. Quels ont été les éléments déclencheurs de la décolonisation en Afrique? Pour en parler, rendez-vous lundi, mardi à partir de 13h30 en direct sur RTI 2 dans votre émission On garde le contact. Et le mercredi sera bien entendu consacré au rôle joué par la culture africaine dans ce processus de décolonisation. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI 2. Vous avez enfin la parole. Tout droit sur la toile, Ismaël Koulibaly, bonjour à toute l'équipe de l'émission On garde le contact. Il faut dire que le phénomène de la décolonisation de l'Afrique s'est fait de trois manières qui sont les suivantes. D'abord, une prise de conscience des Africains lors des deux grandes guerres mondiales. Ceux-ci ont vu des Blancs qu'ils prenaient pour des dieux mourir lors des batailles. Ensuite, la fin de la Seconde Guerre mondiale qui s'est soldée par la victoire des Alliés. Ainsi, en guise de reconnaissance, les puissances décident de libérer les territoires colonisés afin de leur octroyer leur indépendance et d'établir un lien d'égalité entre tous les êtres humains. Enfin, la décolonisation du continent asiatique de 1945 à 1954 a servi d'exemple pour l'Afrique. Ainsi, en 1957, on assiste à la décolonisation du Ghana. Voilà. Vous pouvez toujours poster vos réactions aussi. Le téléphone est ouvert. Je sais qu'on a un appel des États-Unis d'Amérique, de Washington, de M. Tony Bradley. Mais bien avant de le prendre, il faut déjà avoir quelques réactions ici en plateau. On va commencer par M. Siloué. Siloué, rebonjour. Vous êtes avec nous, vous faites le chemin avec nous aujourd'hui. Quel a été selon vous l'élément déclencheur du processus de décolonisation? Le colon qui avait des privilèges sur le continent, a-t-il décidé un matin de ne plus les avoir, de laisser les Africains eux-mêmes gérer leurs affaires? Non, bien entendu, l'élément déclencheur, comme il a été dit, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale avec les deux superpuissances qui prennent le devant, qui sont anticolonialistes aussi. Parce que les États-Unis et l'URSS, les États-Unis à cause de leur passé, parce qu'eux-mêmes ont été colonisés, voilà, donc ils avaient le mépris des actes de la colonisation. Donc l'URSS, ça c'est pour une idéologie, parce que la lutte entre les colonisés et la métropole était semblable un peu à la lutte des classes pour eux. Donc ces deux puissances déjà indexaient déjà et mettaient en avant le mauvais côté de la colonisation. Très bien. C'est ça. Voilà, selon vous, c'est parti de là. Deux grands leaders qui décident qu'il est temps de vraiment de sortir des territoires que l'on colonise. Effectivement, et bien avant la fin de la guerre, il faut dire qu'il y a eu la charte de l'Atlantique signée par Roosevelt et Churchill, dont l'une des clauses était véritablement de donner l'indépendance à la fin de la guerre aux différentes colonies. Voilà, donc il fallait véritablement que les métropoles puissent honorer cette clause-là. Donc je pense que c'est l'une des pressions exercées par l'ONU. Voilà, nous notons cela. États-Unis d'Amérique, M. Tony Bradley est avec nous en ligne. Bonjour Tony. Bonjour M. Kanté. Bradley, ça va bien. Vous nous appelez des États-Unis d'Amérique. Là, vous êtes au sein d'une grande puissance qui a milité pour la décolonisation. On vous écoute. On n'a pas beaucoup de temps, Bradley. On vous donnera 40 à 45 secondes, si ça ne vous coince pas trop. Hein? D'accord. Je pense que votre dernier intervenant a un peu vu, mais à mon sens, il y a plusieurs éléments déclencheurs de la décolonisation ont commencé aux États-Unis, ont été orchestrés par les États-Unis. Beaucoup ne savent peut-être pas que ce sont les États-Unis qui ont poussé les Européens à s'inscrire dans une logique de décolonisation de l'Afrique en général. Je vais vous le démontrer. Il y a eu la conférence de Berlin en 1885 où les Américains avaient déjà exprimé leur opposition à une quelconque colonisation de l'Afrique. Nous avons le fameux discours du président américain Woodrow Wilson sur l'autodétermination, discours prononcé le 11 février 1918, où il disait que les aspirations nationales doivent être respectées, les peuples ne doivent pas être gouvernés et régis que seulement de par leur propre consentement.
Rapidement, nous avons aussi quelque chose de très important. Vous avez la thèse de doctorat de 1936 de l'intellectuel émérite noir américain Ralph Johnson Bunch, qui présentait qualitativement l'idée d'une autodétermination et de décolonisation. Il était par ailleurs représentant de l'ONU, le premier noir a obtenu le prix Nobel de paix en 1950. Mais les gens parlent de décolonisation et on oublie Ralph Bunch, qui fut l'un des principaux architectes de l'idéologie du processus de décolonisation. Voyez-vous, dans les 2 premiers quarts du XXe siècle, cette personne s'est battue pour une autodétermination des Africains. Mais je vais rapidement, quelqu'un a énuméré la charte de l'Atlantique, mais vous avez cette charte qui a été pilotée par le président américain Franklin Roosevelt, où il reprenait ainsi à son compte la tradition anticolonialiste des États-Unis qui s'était déjà exprimée à la conférence de Berlin, comme vous l'avez dit tantôt, ou lors de la question des mandats de 1919. Cette charte avait en son sein un article qui demandait l'autodétermination ou l'autonomisation immédiate des colonies. Mais pour finir rapidement, je voudrais dire aussi qu'il y a un élément aussi important. Nous avons un élément déclencheur comme la résolution 637 du 16 décembre 1952 de l'ONU, introduite aussi par les États-Unis à travers son ambassadeur, le sénateur Warren Houston. Vous vous rappelez sûrement, parce qu'on a parlé un peu de ça, des échanges intellectuels que le sénateur Warren avait eu avec Amadou Hampâté-Bâ. Cette résolution proclame le droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes et elle l'exprime comme une condition préalable à la jouissance de tous les droits fondamentaux de l'homme. Mais vous avez oublié quelque chose, la conférence de Bandung, qui est une conférence très importante à laquelle a participé des élites africaines qui reviennent et qui deviennent des nationalistes puissants. Vous avez des pionniers, ceux qui n'ont pas participé, mais Kenyatta, Nkrumah, Senghor, Houphouët-Boigny, qui vont initier à l'issue de cette conférence des luttes d'émancipation pour l'affranchissement des colonies africaines. Merci beaucoup. Merci. Je voulais seulement vous dire que les Américains ont joué un rôle très important dans ce processus de décolonisation qu'il ne faut pas oublier. Merci Tony Bradley. Vous êtes ivoirien, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, à Washington. On salue tous ceux qui nous suivent avec vous là-bas. Merci beaucoup. 22 42 54 pour d'autres réactions. Ici sur la toile facebook.com/on garde les contacts. Alors, Inabo, écoutez tout cela. C'est vrai qu'il s'agit d'un ensemble d'actions combinées ayant abouti à la décolonisation. Mais on parle rarement aussi de l'action des Africains. Justement, il faut soulever, voilà. C'est à ce propos que je voudrais me permettre d'intervenir. C'est bien intéressant d'entendre parler de la charte de l'Atlantique et puis de tous les grands mouvements de pression menés par l'URSS et les États-Unis. Mais encore que là, je voudrais bien souligner quelque chose. Les URSS et les États-Unis ne militent pas pour la décolonisation pour le même objectif. Et mieux, ils ne militent pas pour la décolonisation forcément dans l'intérêt des Africains. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on parle de colonisation, les comptoirs installés sur les territoires africains appartiennent aux colons. Le comptoir, c'est une boutique. Ça signifie que seul le colon a le droit de faire venir les instruments ou du moins toutes les entités commercialisables sur le territoire du colonisé et lui seul a le droit d'en faire sortir. On se suit jusque-là. Donc, tant que la France est l'État colonisateur d'un territoire comme la Côte d'Ivoire, seule la France est habilitée à commercer directement avec ce territoire. Les États-Unis ne peuvent pas. Donc, quand vous voyez les Américains et l'ex-URSS se battent pour demander la fin de la décolonisation, en réalité, ils se battent pour demander de nouveaux territoires avec qui commercer. C'est ça qu'il faut préciser. Donc, pour moi, le vrai combat a été mené, et je vais revenir dessus après la communication de tout à l'heure, a été mené par les Africains. Très bien, c'est à engrais, parce qu'on parle difficilement des concernés eux-mêmes. Hein, et l'autre forme de décolonisation, c'est de lever l'exclusivité qu'ont les métropoles sur les territoires. Voilà, en effet, c'est ça. Voilà, très bien. Ahmed est à engrais. Bonjour, Ahmed. Monsieur Ahmed. Ahmed est-il là?
Bon, pas de retour d'Ahmed. Primo Doni Mani, tout à l'heure, Inabo. L'élément déclencheur de la décolonisation fut la Deuxième Guerre mondiale qui a précipité la chute des colonisateurs pays européens. Cette vague a commencé en 1951 avec l'indépendance de la Libye jusqu'à celle de l'Afrique du Sud en 1990. Cet élément est même mondial car des pays asiatiques ont commencé en 1945 et ce jusqu'en 1954. C'est selon vos connaissances, vos lectures que vous nous posterez des réactions ou encore des participations datées et référencées. Alors, la suite. Les concernés eux-mêmes ont-ils, oui ou non, joué un rôle? Les concernés ont eu une grande approche. Je vais vous dire que les racines de la colonisation sont nées dans la colonisation. C'est la colonisation qui a donné les ailes, le savoir, la force et l'intrépidité aux premières élites africaines de réclamer cette décolonisation-là. Vous savez, il a été pris ici des personnes qui ont été englouties dans un système de formation différent du système primordial africain. On nous a introduits dans une éducation européanisée. Nos élites sont parties. Et une fois qu'elles ont acquis la connaissance et qu'elles se sont senties à même de pouvoir parler d'égal à égal avec l'ancien colon, la conscience est née à partir de là. Les premiers écrits très célèbres que nous connaissons tous, des Léon Gontran Damas, des Aimé Césaire, des Léopold Sédar Senghor, des Félix Houphouët-Boigny et autres, ont réveillé, ont sonné l'alarme du premier réveil. Le vrai réveil s'est d'abord fait dans l'esprit des Africains. Et c'est le discours matérialisé à travers ces œuvres écrites, musicales aussi, il faut qu'on en parle, qui a réveillé la conscience de l'Afrique, qui a dit non. L'Afrique a dit non à des Blancs qui ne sont pas des dieux, qui mouraient devant eux au combat et qui mouraient même ici en Afrique. Il faut souligner qu'il y a eu ici plusieurs révoltes. Déjà entre les deux guerres, en parlant du cas de l'Algérie, les Algériens se sont déjà rébellés entre les deux guerres. Donc il y a un mouvement de conscience qui a envahi l'Afrique. Et l'Afrique s'est levée. C'est en s'appuyant sur ce mouvement de soulèvement que les URSS et les États-Unis ont eu la force de dire haut et fort ce qu'ils pensaient. Sinon, il faut retenir que ce qui a été écrit dans la charte de l'Atlantique, ce n'est pas que les peuples africains soient indépendants ou non. Ce n'est pas ce qui a été écrit. Il a été écrit que tout peuple a le droit de décider du gouvernement, de la forme du gouvernement qui prévaudrait sur lui. Et on a écrit ce texte-là en fonction de ce qui s'est passé en Europe. Parce qu'il y avait un grand mouvement de dictateurs qui naissait en Espagne, en Italie et dans certaines parties du monde qui occasionnait justement la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme ça que Churchill et Roosevelt se sont élevés en chose. Mais les colonisés, permettez-moi de terminer sur ce point, les colonisés, c'est-à-dire l'élite intellectuelle africaine s'est saisie de ces textes-là, de cette charte atlantique pour dire que vous avez dit que tous les peuples ont le droit de choisir leur forme de gouvernement. Nous en ferons autant et nous ne voulons plus de la colonisation. Très bien. Le continent est en mouvement il y a longtemps de cela. À vous entendre, on n'est pas resté couché ni à genoux. Je pense que ce qui a été possible hier est possible aujourd'hui. Maïga est à Bamako. Il est à Bamako. Il souhaiterait réagir au sujet. Bonjour Maïga. Maïga est-il là? Monsieur Maïga. Bon, on a un souci de confort d'écoute avec Maïga. Eddie Junior est dans le même sens que vous, hein. Monsieur Inabo. Il dit ceci: l'élément déclencheur de la décolonisation, c'est sans aucun doute la prise de conscience des Africains de l'époque de leurs conditions de vie misérables, que le colon n'est en rien un être supérieur à eux. C'est également les sentiments de fierté de notre couleur de peau et l'éveil du nationalisme chez les Africains. Notons pour terminer que tout cela est parti aussi grâce à la négritude qui était courant littéraire. Maïga est de retour. Nous sommes à Bamako au Mali. Bonjour Maïga. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous appelez du Mali. Nous parlons aujourd'hui de l'élément déclencheur de la décolonisation. Bonjour. Bonjour. Maïga, on vous écoute, vous êtes en direct. Allô, bonjour. Je vous appelle par rapport à cette émission. Je vous remercie d'abord par rapport à ce que vous faites. Et je suis entièrement d'accord avec les derniers intervenants par rapport à la décolonisation. Inabo Delors. Mais je souhaiterais ajouter également que nous pouvons même dire qu'il y a certains Africains aussi
qui n'ont pas bien compris qui n'ont pas compris ces concepts que les derniers intervenants viennent d'expliquer. Et parmi lesquels des dirigeants africains dont on ne va pas citer les noms. Par rapport à l'URSS et les États-Unis, je suis sûr et certain que leur intervention qu'ils ont fait par rapport à la décolonisation, je suis entièrement d'accord, c'est par rapport à leurs intérêts. Maintenant, la prise de conscience que les Africains ont eu à travers après les différentes guerres nous permettra quand même de comprendre exactement qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont sacrifiés pour la décolonisation. Mais ce qui est grave encore, par exemple, la colonisation continue jusqu'à présent, parce que le fait qu'on est en train de parler, je vous parle dans une langue du colonisateur. Donc nous sommes colonisés dans nos esprits. Ça c'est un point. Deuxième point, il faut essayer de voir qu'il y ait une éveil de conscience, de perdre les traces telles que l'idéologie de Camille Nkrumah, de Modibo Keïta, de Sékou Touré, pour qu'on puisse être indépendant de manière économique, culturelle et mentalement. D'accord. Merci beaucoup Maïga. Bien des choses à ceux qui nous suivent depuis le Mali, ça a été juste, hein, ça vient d'être coupé. Traoré Zanadi Oumar. La décolonisation, selon moi, a été occasionnée par les fils de l'Afrique qui ont eu l'immense chance d'être instruits. C'est ce que dit également M. Inabo. Alors, Diop, cette façon de s'accaparer le déclenchement du processus de décolonisation cachait quoi? Ça cache quoi? Les Africains, certains écrits trouvent que les deux grands leaders de l'époque, les États-Unis et l'URSS, ont décidé que les territoires colonisés soient désormais rendus autonomes, que ces territoires se gèrent eux-mêmes, mais on ne fait pas trop référence au mouvement des Africains eux-mêmes, leur action, leur prise de conscience. Alors, cette façon de gérer cette com-là, ça cache quoi? Même la colonisation, même nous donner notre indépendance aussi, ça cache la frayeur. Donner l'indépendance, oui, c'est bien utilisé. Ça cache en fait la frayeur que le colon avait, parce qu'on ne va pas balayer du revers de la main tout le travail que l'URSS et les États-Unis ont fait. Quand même, ça a servi de pression et ça a aidé la pression interne qu'on avait, toutes les tractations que nos leaders ont menées. Et il faut reconnaître que si ça ne tenait qu'aux tractations de nos leaders, on serait toujours étouffé dans le système de colonisation et ils avaient les moyens de le faire. Mais ils ont constaté qu'arrivé à un certain moment, soit ils nous donnaient l'indépendance et qu'ils continuaient à avoir même mise sur notre façon de gérer, ou ils refusaient de nous donner l'indépendance et la rupture totale se créait entre les colonies et les colons. Donc, il faut dire que c'est tout un ensemble. C'est vrai que nos gens ont lutté à l'interne, mais c'est tout un ensemble qui a forcé la main. Parce que le colon, à l'époque, n'était pas prêt à nous octroyer notre indépendance. Et notre indépendance, quand on dit que souvent, il y a certains qui disent qu'on n'est pas totalement indépendant, on peut être juste au milieu, soit ils ont un peu raison, mais quand même, on a obtenu la première facette de notre lutte, qui est d'être des États. Voilà. L'autre question serait de savoir si, sans l'appui des leaders, la chose serait possible. Hein. On revient tout de suite. Mais on va prendre une réaction de Albouri Chakour, qui nous suit depuis Dakar, au Sénégal. L'élément déclencheur de la décolonisation en Afrique, c'est d'abord la Deuxième Guerre mondiale, parce que durant cette guerre, les soldats africains qui étaient dans le même théâtre d'opération avec leurs homologues européens ont vu ces derniers reculer, pleurnicher, humilier devant leurs ennemis, l'Allemagne et alliés. Et les dirigeants colons ont aussi montré leurs limites, leurs faiblesses. De ce fait, le complexe de supériorité commençait à être dissipé à l'endroit des dirigeants africains. C'est ainsi qu'au lendemain de cette guerre que naîtront beaucoup de mouvements de revendication et des événements de contestation commençaient à prendre dans la plupart des colonies françaises, aussi des colonies anglaises. Alors, Seydina, on transitera par vous. Tout à l'heure, on sera avec Siloué. C'est vrai, décolonisation, le processus s'est enclenché, ça s'est déroulé, ça allait à un terme. On aura l'occasion de savoir sur quoi ça a débouché. Est-ce que ça a débouché sur l'autonomie, l'indépendance, la liberté d'aller, venir, etc., etc. Ça sera dans les semaines à venir. Mais cette façon, c'est la même question qu'a Diop, de gérer cette communication. Les Africains
prennent conscience d'une situation qui n'est pas à leur avantage et décident à travers l'élite d'agir. Et la récupération est faite au sommet. Et on trouve que les États-Unis et l'URSS ont fait pression sur les autres pour que cela cesse. Il y a un proverbe qui dit ici en Afrique que quand le gorille ne peut pas atteindre la mangue, dit que cette mangue est pourrie. Ça veut dire qu'en réalité, l'URSS et les États-Unis n'ont rien fait de concret dans cette histoire de décolonisation. Non, mais non, ils ont produit des textes. Il faut que je m'explique. Voilà. Parce que la décolonisation a commencé depuis l'entrée de la colonisation même en Afrique. Parce que ne croyez pas que les Africains sont restés passifs vis-à-vis de l'agression étrangère. Les Samori Touré, les résistances, ils ont résisté. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 grandes phases de cette décolonisation. Il y a eu une phase entre 1880 et 1900, la période de guerre, la résistance militaire. Et ensuite, il y a eu aussi une période de révolte entre 1900 et 1930, et entre 1930 et 1960, maintenant la période de contestation. Il faut reconnaître que les Samori Touré, les Béhanzins, les Oumata et autres ont lutté contre ceci. On a des reines ici. J'ai pris souvent l'exemple de Mboye au Sénégal, qui a dit à Faidherbe en 1896 que le Sénégal n'appartient pas aux Français. Mais c'était la résistance, c'est à partir de là que la prise de conscience véritable a déclenché dans l'esprit des Africains. Ensuite, nous avons la révolte des esclaves en Haïti, qui donne en 1804 l'indépendance à l'Haïti. Nous avons la défaite des Italiens vis-à-vis de l'armée éthiopienne. Nous avons la révolte des Herero en Namibie en 1904. Nous avons assez de révoltes comme ça jusqu'en 1900 où les intellectuels vont entrer en ligne de compte. Moi, je vais vous lire ce document. C'est un livre de Basil Davidson, l'Afrique au XXe siècle, l'éveil et le combat du nationalisme africain. Ici, il y a un chapitre qui est le chapitre 3. Qu'est-ce qu'il dit? On parlait beaucoup de défis et de conflits. On avait même l'impression d'être à la veille de grandes décisions. Et un journal à Lagos, c'est-à-dire qu'au Nigeria, Lagos Standard, qui écrit le 17 octobre 1900, il écrit « La dernière année du siècle restera longtemps dans la mémoire de tous les peuples d'origine africaine à cause d'un événement qui, dans l'histoire des mouvements raciaux, par son importance et ses résultats probables, est peut-être sans analogie. Il s'agit du spectacle sans précédent d'une conférence de membres de la race nègre réunis à Londres pour discuter des torts qui leur étaient faits et plaider leur cause, la naissance du panafricanisme à Londres. Voilà où va se déclencher véritablement cette histoire de décolonisation. Parce que même les Senghor, les Kwame Nkrumah se sont inspirés de Webb Dubois, de Marcus Garvey pour pouvoir mener la lutte ici de décolonisation ici. Donc les deux guerres viennent presque en dernière position. Cette histoire de Tchad, le juriste est là, il a bien expliqué, il est mieux placé pour tout expliquer ce qui est le Tchad. Mais il ne faut pas occulter, il ne faut pas négliger l'apport de l'Africain lui-même dans cette lutte de décolonisation. Très bien. Est-ce que la guerre a eu son utilité vu que le complexe s'est brisé? Parce que voilà, ça a été le plus grand événement déclencheur. Très bien. Nous avons 1 minute et quelques secondes. Permettez-nous de parcourir un peu l'actu qui concerne l'Afrique. Ce week-end, vous le savez aussi bien que moi, des migrants qui ont été dispersés en Italie. Le constat que l'on fait, c'est que plus ça se durcit, plus il y a de l'ardeur chez les migrants. Inabo? C'est un sujet qui me fait honte, Mohamed. Je souhaite ne pas en parler. D'accord. Diop? Oui, moi, ça me ramène juste au huis clos de l'Union africaine, où ils ont parlé de l'immigration et de la xénophobie montante en Afrique. Et la grande question que je me pose, c'est jusqu'où ils se sont dit les vérités. Parce que cette situation, et c'est juste nos États qui sont responsables, parce qu'on a une mauvaise politique en fait,
d'employabilité des jeunes et de redistribution des richesses. Parce que nous sommes sur un continent où il y a une minorité très riche et il y a une majorité qui vit dans une pauvreté extrême et qui est prête à mourir. Parce que je me souviens, la dernière fois, on a vu un document ici où il y a un jeune Africain qui disait que chez lui, c'est l'enfer. Et que c'est parce qu'il n'arrivait pas à faire une vision, il n'arrivait pas à se projeter. Ça tombe très bien. Le dernier sommet de l'Union africaine, Siloué, vient de s'achever en Afrique du Sud. Est-ce que l'Union peut quelque chose pour le bien de l'Afrique et surtout dans ce contexte de migration? Bien entendu, merci Mohamed. Concernant ce contexte de migration, il faut dire que cela montre l'incapacité de nos États actuels à pouvoir inventer le futur pour nous jeunes d'aujourd'hui. Leur incapacité de pouvoir inventer le futur pour nous jeunes d'aujourd'hui. Donc du coup, on n'a plus rien à foutre ici. Et après, les gens, ils ont le dos brûlé. Et là aussi, la situation de la répression des migrants montre également que les mesures, les méthodes entreprises par les Occidentaux sont en train de montrer leurs limites. Donc je pense qu'ils vont continuer de montrer leurs limites jusqu'à leur éclatement, parce que les gens ne vont pas renoncer au départ. Merci beaucoup. Il y a espoir quand même sur le continent. Merci Seydina. Moi, je pense que quelque part, certains dirigeants africains n'ont pas honte. Je parle d'un très simple. Le temps, nous devons boucler. Imaginez que votre fils va manger dans la cour d'une autre personne et qu'on le frappe là-bas, il vient chez vous. Tu sais que tu n'as pas pu donner à manger à ton fils et il va manger de l'autre côté. Voilà le problème un peu. Merci beaucoup. Merci. Nous avons rendez-vous demain. On joue la prolongation concernant l'élément déclencheur de la décolonisation et comment cette décolonisation s'est effectuée. Le processus va nous intéresser demain. Merci à vous, Inabo, juriste, grand homme de culture ivoirien. Merci beaucoup. Merci d'accepter. Voilà, d'être avec nous. Merci à Ismaël Diop, bienvenue, bonne arrivée. Merci à Seydina Chérif Ahmed, président de l'Institut des civilisations noires et aussi auteur de la dictature culturelle. Merci à M. Siloué Founigué. Founigué, ça veut dire quoi? Founigué, traduction littérale, c'est patience. Voilà. Patience. Patience. Ah, yeah. Voilà. Ah ouais. Merci beaucoup d'être venu et on salue toute votre délégation dehors. Vous êtes le président.